long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de la team Rivers Basket Session. Je suis de retour accompagné par les deux soldats les plus réguliers du game, Shai Mamou, Antoine Pimel, que vous retrouvez toute la semaine du lundi au samedi pour le CQFR, qui est maintenant, j'imagine, devenu l'un de vos rendez-vous. Avant qu'on parte sur le sujet du moment, voilà, je vous engage malgré tout, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à mettre un petit commentaire comme vous êtes déjà très nombreux à le faire, à liker, à en parler à vos camarades, à vos partenaires de basket, à votre cousine, tout le monde possible. Voilà, n'hésitez pas. Si vous appréciez en tout cas ce qu'on fait, n'hésitez pas à faire passer le mot. On vous en sera reconnaissant. Pour le numéro de cette semaine, on s'est dit tout simplement, voilà, le All-Star Game est passé il y a peu de temps. On a passé le fameux point de mi-saison. Maintenant, ça va être le dernier run jusqu'au playoff et ensuite campagne de playoff qu'on salive déjà, qui nous fait déjà saliver dès à présent. Il reste malgré tout un tas de questions ouvertes, certaines plus dures que d'autres, certaines dérangeantes, d'autres pour lesquelles on n'a pas du tout les réponses, et on s'est décidé, voilà, avec Shai et Antoine, de se poser. On ne s'est pas concerté avant, on ne sait pas quelles sont les questions qui ont marqué les uns ou les autres. Quelles sont les grandes questions pour cette fin de saison, celles qui vont animer le reste de la saison régulière et des playoffs. Comment ça va tout d'abord, Shai et Antoine? Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vus. C'est vrai, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu non plus. T'as raté des super questions ce week-end de la part de nos auditeurs encore, et notamment une qu'on a lue. Alors c'était pas une question, c'était une comparaison. Je sais pas si tu l'as écouté, Théo, mais qui te comparait à Al Horford. Je sais pas si tu l'as vu. Mais J'ai vu passer ça, effectivement. T'as vu passer, je te rejoins à aller écouter ça parce que c'était plutôt bien trouvé, je trouve. C'était qui, Shai, déjà? Moi j'étais Miles Bridges, non pas Miles Bridges, Michael Dieu merci. Michael Bridges. Ouais, non, Dieu merci. Le lapsus terrible. C'est clair. Michael Bridges, et toi, t'étais Anthony Davis, apparemment, selon notre auditeur. Si vous n'avez pas écouté, on en profite pour vous conseiller d'écouter les questions du week-end dernier, avec notamment c'est la seule qui n'était pas une question, mais on l'a lu quand même, avec ces comparaisons entre nous et des joueurs NBA. C'était assez marrant, je trouve. Assez bien trouvé. Bon, c'est cool. J'espère que c'est pas forcément le Al Horford d'aujourd'hui, mais bon, sinon c'est pas grave. Je prends, c'est quand tu même verras. un joueur NBA, donc je prends la comparaison avec plaisir. Allez, on va se lancer dans le vif du sujet tout de suite. Qui veut entamer la discussion? Qui a une question qui lui brûle les lèvres? Vas-y Antoine, je te sens chaud. Moi, ok. Allez, moi j'ai une question ouverte pour vous. Elle concerne la conférence Est. Je donne juste un petit rappel. Il y a plus d'écart entre le premier et le deuxième de la conférence Est. Donc entre Boston et Cleveland au moment où on enregistre, il y a 7,5 matchs d'écart qu'entre le premier et le huitième de la conférence Est, où il y a 7 matchs d'écart entre Minnesota et Dallas, qui est actuellement huitième. Donc on voit quand même forte disparité. Et du coup, la question que je me pose sur la conférence Est, c'est pas pour la chambrer, au contraire, c'est plus, mais quelle est la deuxième meilleure équipe de l'Est? C'est ça qui m'intrigue. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait quelle est la deuxième meilleure équipe de l'Est? Est-ce que c'est les Cleveland Cavaliers qui sont deuxième? Est-ce que c'est les Milwaukee Bucks? Je vous donne les bilans. Cleveland, c'est 37-19, Milwaukee 37-21. Il y a New York qui peut y prétendre 34-23. Ça a bien fonctionné un moment pour les Knicks, même si ça tourne moins bien en ce moment. Les Sixers avec Joel Embiid, ils sont à 33-24 là, mais bon, effectivement, ils jouent sans Embiid. Voilà. Est-ce que Théo, Miami serait la deuxième meilleure équipe de l'Est? Donc voilà. On sait qu'il y a Boston qui a cette locomotive, on a vu l'écart, j'en ai parlé. Quelle est, selon vous, la deuxième meilleure équipe de la conférence Est? C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a deux questions en fait dans ta question. C'est quelle est la meilleure équipe actuelle et quelle sera la plus à craindre finalement en play-off? J'ai l'impression que c'est pas forcément la même réponse en fait pour ces deux questions, quoi. Shai, c'est quoi ton sentiment? Je me suis dit la même chose parce que c'est une question, je me le suis posé dans les questions en réfléchissant, en regardant le classement, je me suis dit, mais Cleveland est deuxième, Cleveland qui est une équipe que j'ai beaucoup aimée l'année dernière, mais qui, voilà, ça nous a complètement déchauffé en play-off avec cette défaite contre les Knicks. Et là, ils font encore de belles choses, ils sont deuxième, mais j'arrive pas à me dire que c'est en play-off la deuxième équipe que tu as le plus à craindre si tu te retrouves à l'affronter, en fait.
Mais Et, et- juste et- les gars, par ouais, deuxième meilleure équipe, c'est un peu ça que j'entends, c'est pour les playoffs. Parce que disons qu'on voit les ok, meilleures équipes en playoffs. Et donc l'idée, ça serait de savoir quelle est la deuxième, quel est peut-être l'autre candidat au final de conférence. Si on part de ok. principe que les Celtics vont y aller a priori, quelle Hmm. serait l'équipe qui est la plus en mesure de peut-être de gêner Boston de ce côté-là du pays? Bah, puisque Théo va parler de Miami, je Ça y est, vais, ça je vais. spoil. Non, non, mais je suppose que tu vas quand même nous dire, et à juste titre, et je pense que je partage un peu ton avis. Miami, plus jamais je les enterre, et même s'ils sont pas, c'est pas fantastique à l'heure actuelle, je les enterrerai pas. J'ai quand même, il y a deux équipes que j'ai envie de. Il y en a une qui est évidente, même s'ils m'agacent beaucoup, les Bucks. T'es obligé de dire de craindre Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard en playoff. Enfin, en playoff ou pas d'ailleurs, t'es obligé de les craindre et tu peux te dire, allez, en playoff, ils auront réussi à trouver le truc. Donc je dirais Milwaukee comme ça. Et à côté, j'ai quand même envie de citer les Knicks. Parce que même si là, actuellement, ils jouent sans Julius Randle, sans OG Anunoby, ce qu'on a vu d'eux avec ces deux-là et depuis le début de la saison avec Bronson, j'aimerais pas les affronter quand même. Ils sont super durs. Ils ont trouvé une identité. Ils ont trouvé des joueurs qui sont d'un niveau supérieur à ceux de l'année dernière. Ils vont peut-être récupérer Mitchell Robinson. Donc voilà, pour moi, ça se joue entre ces deux-là et plus toujours le spectre de Miami qui rôde à côté. C'est une question compliquée parce qu'effectivement, moi, enfin, l'absence de Joel Embiid pèse énormément dans l'équation parce que finalement, moi, je serais tenté au bout du compte de dire que c'est Philadelphie avec Joel Embiid, avec Tyrese Maxey, avec Nick Nurse et puis les derniers moves, les moves qui ont été faits récemment. Je pense que si avec le Joel Embiid d'avant sa blessure, pour moi, ça serait l'équipe la plus dangereuse à l'Est derrière Boston. Parmi les équipes actuelles, je pense que Cleveland est quand même vraiment solide. Ils ont une star. Donovan Mitchell, c'est une star. Alors je comprends, c'est pas forcément la star qui plaît à tout le monde. C'est pas un joueur, comment dire, qui fait le consensus autour de lui. Mais je pense que c'est une star qui peut t'aider à gagner des matchs en playoff quand les choses sont verrouillées, avec un effectif quand même qui fonctionne plutôt pas mal. J'ai été hyper critique au sujet du staff, du coaching staff de Cleveland, mais là c'est quand même intéressant, je trouve. Vraiment, il faut reconnaître ce qui est en train de se mettre en place. Derrière, effectivement, moi je me dis quand même Miami reste solide pour les mêmes raisons que toujours en fait, parce que en playoff ça sera très bien coaché, il y aura de l'ajustement de match à match ou de série en série. Il y a Jimmy Butler, un joueur un peu, non j'ai envie de dire même totalement atypique, qui peut soit prendre toute la couverture à lui, soit permettre aux autres de briller si c'est un soir où il y a un joueur qui cartonne. C'est vraiment, je pense que ça lui posera pas de problème. Donc c'est une équipe qui sera solide à ce niveau-là, à ce moment-là, et je pense que personne n'aura envie de jouer Miami. Voilà, moi c'est un petit peu, je pense, peut-être mon trio. Alors bien sûr, je parle pas de Milwaukee, mais on verra plus tard. Moi j'ai une question autour de Milwaukee. J'ai vraiment du mal à croire à ce stade de la saison avec voilà, les changements récents de coaching staff, le fait que ça tarde encore à prendre, du fait que finalement l'équipe s'est pas vraiment renforcée. J'ai vraiment du mal à voir Milwaukee aller très loin cette saison. Donc ouais, pour résumer, si je devais choisir, je pense que je dirais Philadelphie s'il y a Joel Embiid en pleine possession de ses moyens une fois en playoff, et derrière, ouais, potentiellement Cleveland ou Miami. Mais en fait, sur ta question, Antoine, on peut peut-être l'aborder différemment. Dans ma tête, dans ma réflexion, je me disais, tu sais, il y en a qui disent, tiens, est-ce qu'un jour, on peut pas faire enfin, l'équipe classée tant peut choisir son adversaire et machin. Et je suis en train de et moi, j'y ai pensé comme ça, en fait. Je me suis dit, si je suis Boston, admettons, et que je peux choisir les adversaires par élimination, qui je prends, tu vois. Et je pense vraiment que je mets, ouais, Milwaukee, New York et Miami, et les autres, je veux bien tous les prendre en fait. Tu vois, si je suis une équipe à l'est, donc c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que j'ai raisonné. C'était juste pour préciser mon raisonnement. Ouais, j'aime bien ton raisonnement. Je pense que j'aurais à peu près le même que le tien. Paradoxalement, si j'étais Boston, mais là on rentre dans du match-up, j'aurais pas été très inquiet par Philadelphie. Hmm. C'est pas l'équipe qui m'aurait le plus stressé. Ouais, je les compte même pas non plus. Ouais. Pourtant, d'un autre côté, Philly, au complet, je comprends qu'on puisse dire que c'est la deuxième meilleure équipe potentielle, mais c'est pas celle qui me semble la plus à même. Pourtant, en dernier, ils poussent Boston en 7 manches, faut pas oublier. Mais malgré ça, je pense pas que Philly soit taillé pour lutter avec Boston. Moi, je vais pas, c'est pas une question piège, je vais répondre Milwaukee. Je pense que Milwaukee est quand même celle qui a l'équipe qui a le plus de potentiel, d'armes à sa disposition,
peut-être la plus complète aussi, même si les Knicks, je les trouve très complets, paradoxalement. Mais je ne sais pas comment. Je le répète depuis ce trade, on n'a toujours pas eu besoin de le voir à l'œuvre de toute façon, mais je ne sais pas comment Thibodeau il va jongler les minutes Randle-Bogdanovic en fait. Bogdanovic, c'est une très bonne pioche sans lâcher de premier pick, mais c'est pas un mec qui défend. C'est un mec qui a de l'expérience. Après, il défend pas, ça reste correct, mais il est capable d'être correct. Mais c'est pas le style de Thibodeau. C'est pas le genre de mec à qui Thibodeau va vouloir donner 35 minutes. Et moi, je ne sais pas comment ça va marcher tous ensemble, tous ces mecs-là. Ils ont vraiment changé beaucoup de membres de leur rotation. Le premier trade, c'était bien. Mais là, maintenant, il y a vraiment toute une grande partie de leur rotation qui a changé. On verra ce que ça donne quand elle est tous ensemble. Mais j'ai du mal à mettre New York en deux. J'ai quand même l'impression que Milwaukee a, pareil, une vaste palette d'éléments, d'aspects, tu vois, sur lesquels les Bucks sont capables d'être forts, tout en ayant quand même un meilleur vécu commun, même si effectivement ils ont un nouveau coach. Là, pour le coup, c'est aussi ça à intégrer. Et ouais, je pense que Milwaukee, je reste sur Milwaukee. Miami peut être dangereux sur plein de configurations. Après, je pense que ça manque de talent pour être vraiment la deuxième meilleure équipe à l'Est. Par contre, ça peut être une équipe tellement piège qui peut sortir quasiment n'importe quelle équipe, je pense, dès le premier round. Par exemple, Miami est parti pour pas avoir l'avantage du terrain. Je pense que c'est pas encore fait. Il y a 3 matchs d'écart avec New York, mais ça me semble plus ou moins, on semble plus ou moins se diriger vers ça. Mais malgré ça, je pense que Miami peut sortir n'importe quelle équipe sauf Boston au premier tour, quoi. En fait, j'ai l'impression que Miami, c'est pas pour en faire une tonne sur Miami, mais c'est l'équipe une des équipes qui est le mieux fichue pour jouer en playoff, parce que tu sais qu'en fait, ils seront complètement focus sur uniquement la série, uniquement le match, avec un plan de jeu que tout le monde va appliquer à la lettre. C'est en ça que je me dis que cette équipe elle est vraiment dangereuse, dans le sens où bien sûr qu'ils n'ont pas envie de jouer Boston au premier tour, c'est une évidence, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le type d'équipe qui a peur de jouer personne en fait. Tu sais, qui va arriver en se disant non mais de toute façon nous on a trouvé un plan de jeu qui va nous aller, et avec le côté c'est un peu un cliché de se dire ouais, il faut que du premier au 12e homme tout le monde adhère au projet avec le coaching staff. C'est vraiment une des équipes qui sait le mieux faire ça, j'ai l'impression, année après année. Et qui joue dur. Je trouve que c'est une des équipes qui joue les plus durs. C'est Et clair. ça, c'est dire tu es déjà habitué à hausser ton niveau d'intensité en fait. Tu vois, par exemple, les Cavs ont une meilleure défense statistiquement parlant que le Heat. Mais je pense que la défense du Heat peut poser beaucoup plus de problèmes que la défense des Cavs en playoff. Et ça va être une vraie donnée. Tu sais que Miami ne sera jamais largué dans une série, sauf quand, évidemment, tu te retrouves face à une équipe beaucoup plus forte, tu vois, mais sera a priori jamais complètement largué parce que ça va défendre et ça va jouer dur. Et ça, c'est un truc sur lequel le Heat, je me dis, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, d'où la question sur quelle est la deuxième meilleure équipe à l'Est, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, en fait, entre toutes ces équipes-là, tu sais que c'est des données qui peuvent faire la différence. C'est clair. Après, c'est sûr que voilà, je pense que malgré tout, la présence ou non de Joel Embiid à 100% de ses moyens va peser lourd. Et c'est vrai que la question, c'est de savoir déjà s'il pourra effectivement revenir, et s'il revient à quel moment, parce que on le dit tous les ans, le problème avec Joel Embiid, c'est sa capacité à rester sur le terrain, et c'est pas dit qu'il puisse revenir et jouer tous les matchs, même s'il est pas, enfin même si le genou est guéri, il est pas dit qu'il puisse enchaîner les matchs et les enchaîner avec le rendement incroyable qui était le sien avant sa blessure. C'est pour ça que j'ai botté en touche sur Philadelphie, que je les ai considérés dans aucune des catégories. Parce que sans lui, ils ont évidemment, à mes yeux, aucune chance de faire un vrai run en playoff. Et avec lui, voilà, tout dépendra de l'état dans lequel il sera. Et j'ai peur qu'il ne soit pas suffisamment rétabli pour faire, et à 100% pour faire une campagne aussi forte que son talent le suggère. Et c'est pour ça que Philadelphie, je trouve que c'est assez casse-gueule d'imaginer ce qu'ils vont faire. Tant qu'on ne sait pas quand Embiid va revenir et s'il va revenir, je les mets pas dedans. Non. Après, du côté de Philly, j'aime bien quand même les moves qu'ils ont fait à la deadline. Là, je trouve que c'est vraiment hyper pertinent. Leur équipe est meilleure, même, je pense, sur le papier qu'en début de saison. Et un peu comme pour Miami, moi, j'ai grande confiance dans Nick Nurse et son staff pour préparer son équipe comme il faut. Même chose, quoi. Série par série, match par match. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus confiance qu'en Milwaukee, par exemple, tout simplement. Parce que voilà, s'ils ont Joel Embiid, ils ont l'un des 5 meilleurs joueurs de la ligue, et ils ont un staff qui a déjà prouvé qu'il était capable d'aller loin, genre même aller gagner le titre avec son coach. Ils ont une équipe qui est
hyper cohérente, je trouve, dans sa construction maintenant. C'est pour ça que j'ai plus confiance, tu vois, si on me dit qu'il y a Joel Embiid, j'ai plus confiance dans les Sixers aujourd'hui qu'en Milwaukee, chose que j'aurais pas dit du tout en début de saison, par exemple. Ça se tient. On enchaîne avec une autre question ? Yes. Allez, Allez, moi- t'en avais une sur les Bucks, du coup, ouais, c'est peut-être adapté. Alors, ouais, sur les Bucks, c'est plutôt plus tard. J'en avais une sur Boston plutôt. Ça marche, Si, ouais. comme on est dans la conférence Est. Donc, ma question, alors j'ai noté quelques stats. Donc, je vais vous poser la question et puis après, je vous donne quelques éléments. Ma question, c'est est-ce que la façon dont l'attaque des Celtics est structurée leur garantit vraiment de sortir de l'Est, d'être champion de la conférence Est au vu de la manière dont leur attaque est structurée? Alors, j'ai quelques chiffres que je vous donne. Donc, Boston, premier au net rating, premier à l'offensive rating, troisième au defensive rating, meilleur bilan de la ligue avec 45 victoires, 12 défaites. Mais c'est aussi l'équipe qui prend le plus de tirs à 3 points. 47% de tous leurs points, des points qu'ils marquent, viennent de tirs à 3 points. Ils ont donc, le quatrième meilleur pourcentage de la ligue à 3 points. Ils sont à 38%. Par contre, ils sont que 22e au nombre de lancers francs, en proportion toujours, le nombre de points scorés, ils sont 22e quand on prend en compte le nombre de lancers francs, enfin ce que leur apporte leur lancer franc. Ils sont 28e au pourcentage de points marqués sur rebond offensif, c'est-à-dire que s'ils ratent, c'est assez rare finalement qu'ils arrivent à récupérer, marquer, ou du moins, c'est pas de là que viennent les points qu'ils scorent. Ils sont 20e au pourcentage de tirs marqués dans le mid-range, et ils sont 27e au nombre de points marqués dans la raquette. Tout ça, et avec, voilà, ça fait beaucoup de chiffres. En gros, c'est la prévalence et l'importance extrême du tir à 3 points dans le succès de Boston, ce qui n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Hein. C'est ce que Joe Mazzulla l'avait voulu. C'était à dessein que leur attaque est structurée de la sorte. Mais par contre, je me rappelle quand même d'autres équipes. Je vais vous en donner deux. Les Hawks de l'époque Budenholzer ou le Jazz époque Quinn Snyder. Voilà, l'attaque était magnifique, reposait énormément sur l'adresse à 3 points, et on se rend compte qu'en play-off, c'est quand même une des données qui baisse, notamment parce que les staffs adverses s'adaptent, arrivent pas forcément à... C'est pas qu'ils vont t'empêcher de tirer à 3 points, c'est que là où tu avais, je sais pas, peut-être 1 seconde ou 1 seconde et demie pour tirer, tu vas peut-être avoir que 0,8 dixième de seconde, enfin 8 dixièmes de seconde pour tirer, et tout ça, ça fait chuter tes pourcentages. Donc voilà la question que j'ai envie de vous poser, puis après je vous dirai ce que j'en pense. Vas-y, Antoine. Non, ok. Alors, j'allais te dire, en fait, t'as parlé de l'Est, hein. T'as dit à l'Est. Est-ce que ça leur garantit de pouvoir sortir? Ouais. J'ai pas dit d'être champion, mais d'accéder à la finale. Moi, je pense que oui, parce que c'est pas qu'une équipe offensive, en fait, les Celtics. C'est aussi une très bonne défense. Et du coup, même s'il y a des soirs sans, je pense que l'écart est tel à l'Est entre eux et les autres qu'ils ne seront pas complètement poussés dans leur retranchement, même quand il y aura des séries où il manque d'adresse. C'est-à-dire que je pense que c'est la 3e défense de la ligue en points encaissés sur 100 possessions. Et c'est pour ça qu'ils ont de loin le meilleur net rating. Donc, ils prennent 110 points sur 100 possessions. La meilleure équipe, c'est Minnesota avec 107, qui n'a pas du tout la même attaque que Boston au passage. Et ensuite, il y a Cleveland avec 110,4. Et les Celtics sont donc à 110,7. Je pense que leur défense, de toute façon, là aussi, ça sera un certain plancher pour eux. Il y aura des soirs d'adresse, malgré le fait qu'effectivement, c'est plus dur en playoff. Il y aura quand même des soirs d'adresse. Et je pense qu'en fait, ils se mettront suffisamment à l'aise dans les séries pour pas arriver à douter et à se dire « Mince, est-ce que notre jeu, il marche pas ?» tu vois. Il y aura bien sûr, il y aura des soirs sans adresse où ils perdront à cause de ça parce qu'il n'y a pas assez de variations. On verra aussi justement s'il n'y a pas un petit changement là-dessus. Est-ce qu'il y aura des adaptations? Est-ce que Mazzulla arrivera à s'adapter? Est-ce que les joueurs eux-mêmes s'adapteront? Est-ce que Tatum ira prendre des postes bas? Par exemple, ça peut être très intéressant avec son corps. Ça peut être très intéressant quand tu as Porzingis, Horford, Brown, autant de shooters, de se dire ok, vous voulez nous empêcher de tirer à 3 points? Vous défendez vachement bien la ligne à 3 points, donc forcément, il y a plus d'espace dans la raquette. On va pas juste faire jouer des post-up à Porzingis, on va en donner à Tatum. Et là, maintenant, vous allez devoir vous coltiner le mec de 2 mètres et 100 et quelques kilos avec des épaules balèzes. Bon courage pour le ralentir près du cercle Tatum. Si Tatum, il a ça dans son jeu, et il l'a dans son jeu, bon courage. Tu vois, je pense qu'il fait 3-4 sessions en post-up. Tu ne bases pas tout ton jeu là-dessus, juste 3-4 sessions. Ça va se réadapter dans le sens où s'il marque, ça va se resserrer sur lui, tu ressors et puis tu reprends à avoir des shoots ouverts et beaucoup de 3 points. Je pense que 3 vaut plus que 2, que ça reste quand même une donnée importante. Mais voilà, je reviens sur le fait que cette équipe, c'est pas qu'une très bonne attaque. Et je pense qu'à l'Est, ils ne seront pas assez challengés pour que ça rentre dans leur tête. Par contre,
La vraie question, c'est quand Boston sera face à l'adversité. Donc là, j'imagine plus contre une équipe de l'Ouest ou peut-être en finale de conférence, que ce soit Miami, New York, Milwaukee, s'il y a une équipe qui vraiment élève son niveau de jeu. Si là, l'adresse ne rentre pas et je me demande comment. En fait, c'est même au-delà de l'adresse. Je me demande comment les Celtics vont réagir devant l'adversité. C'est une équipe qui, quand ça va bien, tu sais, il y a des gens comme ça. Moi, par exemple, je suis quelqu'un comme ça. Quand tout va bien pour moi. Et quand tout va mal, c'est plus compliqué. Tu vois, il y a des gens qui gèrent bien la pression, qui gèrent bien la crise. Il y en a qui le gèrent moins bien. Les Celtics, je les vois typiquement comme une équipe comme ça. Quand tout va bien, tout va bien. Mais quand ça va mal, qu'est-ce qui va se passer ? Qui va réussir à changer ça ? Est-ce que c'est Mazzulla qui va s'adapter ? C'est ces trucs-là que je me demande. Et ça peut prendre en compte justement ce manque de diversité dans l'attaque des Celtics. C'est là qu'on va voir si les leçons ont été tirées de l'année dernière, où ça avait été la crise même, c'était en finale de conférence. Non, si contre Miami. Enfin, il y avait toute cette crise avec Mazzulla qui semblait quasiment destiné à se faire virer. Il avait aucune prise sur les joueurs. C'est Al Horford qui avait organisé les réunions de crise, les petites activités de groupe pour essayer de changer la donne. Donc ça, je suis complètement d'accord. Le mental me paraît plus une question et un risque pour les Celtics qu'autre chose, parce que sur le papier, je leur vois quasiment pas de défaut. C'est ça le truc, c'est que évidemment les playoffs, c'est un autre sport, c'est une autre discipline quasiment, on le dit à chaque fois. Mais quand je regarde leur équipe, leur 5 défensivement, il y a quasiment pas de faiblesse. Enfin, c'est que des joueurs qui savent très bien défendre dans leur registre respectif et qui sont bons dans une défense collective. Tatum, Brown, Porzingis, Derrick White, Jrue Holiday, n'en parlons pas. Et offensivement, ils ont aussi cette capacité à répartir, à partager le ballon. C'est pas Tatum, s'il veut, sur un soir, il peut mettre 50 points, mais sur la saison, Tatum est à 27 points, Brown 22, Porzingis 20, même White marque beaucoup de points, il est quasiment à 16, Jrue Holiday 13. Enfin, ils ont une bonne répartition et un bon partage du ballon. Je leur vois honnêtement pas de faiblesse, si ce n'est la théorie qui veut qu'on baisse forcément au niveau de l'adresse à 3 points en play-off. Au-delà de ça, je les vois pas être vraiment en difficulté à l'Est, si ce n'est dans ce facteur que tu as évoqué, Antoine, la difficulté, la résistance dans un combat, typiquement contre une équipe comme Miami qui sera supérieure dans la dureté et l'intensité. Il n'y a même pas à se poser la question. En théorie, en tout cas, elle est supérieure. Là aussi, je les attends plus là que... en tout cas, pour répondre à ta question, Théo, je ne suis pas du tout inquiet par cet éventuel manque de variété ou ce fait qu'ils se reposent beaucoup sur le tir à 3 points. Je pense que ça restera stable et fiable de leur côté. Alors, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que tout à l'heure, j'ai comparé avec Utah et avec Atlanta. La grosse différence, en fait, c'est que les joueurs de Boston, le 5 de Boston, est bien plus fort intrinsèquement, je pense, que les deux équipes que j'ai citées comme exemple, et que la plupart de ces joueurs sont des two-way players. Même les 5 joueurs de Boston qui sont dans le 5 peuvent jouer en attaque, en défense. Je pense que c'est la grosse différence. En fait, moi, c'est le gros bémol que je me serais mis à moi-même avec la comparaison avec le Jazz et Atlanta. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, enfin, ce qui m'inquiète, là où quand même où je suis un peu moins confiant que vous peut-être, c'est que si je regarde du côté positif, je me dis, Jalen Brown, Jason Tatum, Porzingis sur du post-up, ils ont la capacité à pouvoir mettre d'autres tirs que des tirs à 3 points. Ça, c'est vrai. Par contre, il y a quand même une chose qui est pas si simple, c'est changer tes habitudes quand tu as joué toute une saison d'une certaine manière, devoir te réinventer. Tu vois ce que tu disais sur le post-up au sujet de Tatum, Antoine, je le partage dans le sens où tu dis, sur le papier, il a tous les atouts pour pouvoir jouer ça avec régularité et être fort avec régularité dans ce type de configuration. Mais en fait, on se rend compte que finalement, tu vois, le jeu posté, il n'y a que les joueurs qui sont habitués à le jouer régulièrement qui sont capables de ressortir, d'être performants là-dessus en play-off. Je donne un exemple tout simple, en fait, alors qui est peut-être pas tout à fait juste, mais je me rappelle de matchs avec l'équipe de France où on se disait pourquoi Nicolas Batum ne va pas jouer le post-up face à l'Espagne, où par exemple il est défendu par Juanca Navarro ou par un autre joueur. En fait, parce que si c'est pas dans ton ADN de joueur, si t'as pas été non seulement travailler à l'entraînement, mais que tu as eu aussi les répétitions en match, c'est pas si simple en fait à implémenter. C'est-à-dire que toi, il faut que tes repères, il faut que l'équipe te trouve suffisamment vite pour que tu puisses exploiter ton post-up. Ça demande tout un tas d'adaptations. Et je suis pas sûr que tu puisses les retrouver systématiquement aussi rapidement que ça une fois en play-off. Je vous rejoins dans le sens où je pense qu'effectivement Boston a une longueur d'avance, encore une fois, parce que son 5 est tellement fort. C'est le meilleur 5 sans doute de la ligue en termes de talent pur.
Mais l'autre bémol, c'est aussi, forcément, c'est que tu peux pas avoir un 5 comme ça, avoir un banc extra large. Et en fait, les Celtics sont 28e au nombre de points inscrits par le banc. Alors, on peut se dire, bah oui, mais ils n'ont pas besoin de plus. Ils ont un 5 qui est fantastique. Les joueurs du banc servent juste pour boucher les trous, venir donner du temps aux autres de se reposer. Certes, mais si tu dois faire des ajustements, les types d'ajustements dont on parle, et que tu n'as plus tes 5 systématiquement parce qu'il y a problème de faute, parce qu'il y a un mec qui est blessé ou autre, je pense que la dynamique, c'est plus tout à fait la même. Et là, je vous rejoins tous les deux. C'est là où on verra ce que Joe Mazzulla peut apporter. Et il n'y a pas simplement la notion de mental d'équipe ou ce genre de choses, parce que maintenant, c'est un groupe qui est passé par pas mal de choses. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à avoir confiance dans la capacité à Boston maintenant à gérer ce type, à gérer l'adversité, parce qu'à des fois, ils s'en sont sortis, d'autres fois, ils s'en sont pas sortis. Je pense qu'ils ont cette expérience. Mais maintenant, c'est autre chose de devoir changer ton plan de jeu, faire en sorte que tous tes joueurs accrochent, captent ce qu'il faut faire, et puis trouver la régularité dans le rendement au moment le plus important de la saison. J'ai une stat intéressante, c'est la réussite de Kristaps Porzingis sur post-up. Donc ça reste quand même un joueur qui en prend beaucoup, entre guillemets. Il en prend 3 par match. Ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le 8e joueur de la ligue qui joue le plus de post-up par match. Et c'est par contre le plus efficace. Si on exclut Kelly Olynyk, qui en joue très peu, mais Kristaps Porzingis rapporte 1,40 points par possession. Alors là, ça devient très scientifique. On sait, c'est des chiffres, c'est toujours un peu spécial. Moi aussi, d'ailleurs, je tiens à dire, ça n'enlève pas le fait, comme toi Théo, comme des gens nous l'avaient déjà fait remarquer dans un CQFR, je trouve aussi que les Celtics s'appuient énormément sur le tir à 3 points et que ça manque un peu de diversité. Mais ça montre en tout cas que si on veut analyser ces stats, on peut prendre l'angle là de se dire, à travers Porzingis, ça montre qu'il y a aussi une vraie menace sur post-up, qui, là déjà dans son jeu, il l'intègre un peu, même si on pourrait espérer plus. Ça peut être aussi quelque chose, justement, ils ont déjà un peu l'habitude, peut-être un peu plus que Tatum, tu vois, de se tourner sur des post-up de Porzingis et essayer de construire aussi un peu là-dessus, peut-être en play-off. Voilà, à voir. Après, ça reviendra toujours au coach et aux joueurs de se dire, est-ce que c'est une équipe elle a un meneur avec Holiday, mais elle a pas c'est un général des parquets, Holiday. Mais c'est pas Chris Paul non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Genre Chris Paul, il va le sentir. Il va voir Porzingis, il va voir le mec sur lui, où il va voir comment se passe le match et il va se dire, ok, là, il faut qu'en fait on donne la balle au grand pendant 3 possessions. Tu vois. Est-ce qu'à Boston, Tatum, qui contrôle beaucoup le ballon, est-ce que Tatum, il aura cette vision? Est-ce que Holiday, il dira à Tatum, non, mais il faut qu'on passe la balle au grand? Tu vois, il y aura ce truc-là. Il y aura des trucs intéressants à voir. Puis je pense que c'est quand même, au-delà d'être un 5 très fort, comme on l'a signalé, c'est aussi un 5, je pense, très intelligent. Il y a quand même des joueurs très intelligents. Il n'y a pas ce général de parquet comme je parlais pour Chris Paul, mais c'est quand même des mecs qui ont une certaine expérience et qui ont une certaine vision du jeu que je trouve intéressante. Sur le playmaking qui va être requis pour Tatum, je trouve qu'il l'a montré déjà par le passé ces dernières années qu'il avait progressé là-dedans. Avant, il lâchait pas les ballons au bon moment, il savait pas. Ça restait un joueur très très fort offensivement, mais pour lui, je trouve qu'il a beaucoup progressé là-dessus. On parle pas beaucoup de lui cette année, enfin pas tant que ça, parce qu'il y a notamment pour le MVP, parce qu'il y a des monstres statistiques, mais je trouve que dans son intelligence de jeu aussi, je vois quelque chose de très rassurant et de stable pour Boston. Et c'est pour ça que ces situations que tu évoques, Antoine, j'ai l'impression qu'il sera capable de s'y habituer si elles se présentent à lui. Si le match exige que Porzingis soit plus alimenté, je pense qu'il le fera, et je trouve que leur relation est bonne, que Porzingis est incroyablement bien adapté et que c'est notamment dû au fait que Tatum a su aussi faire la part des choses et l'aider à s'adapter. Ouais. Mais c'est vrai que Porzingis était déjà très bon l'an dernier sur post-up là, quand il était avec Washington, même si personne ne faisait gaffe, normal, parce que c'était les Wizards. Ça, c'est normal. Le problème du jeu posté, en fait, pour Porzingis, pour moi, bien sûr que ça peut être une arme. Le problème, c'est que finalement, ça ne te permet pas de sortir un grand de la raquette ou d'éloigner un grand, comme quand c'est lui qui est au large. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant quand tu parlais de Tatum. Drew Holiday peut poster aussi. C'est un des joueurs qui a un très bon jeu post-up. Ouais. Le problème du jeu posté, c'est que finalement, ça prend du temps à se mettre en place, du coup la défense s'organise. Et il y a moins de quelque part, en fait, quand je parlais d'alternance du côté de Boston, c'est qu'une grande partie finalement de leur tir à 3 points vient aussi de leur capacité à attaquer le cercle. S'ils jouent en 5 écartés, du coup il y a beaucoup de couloirs pour attaquer le cercle, et donc ça part d'une fixation par le dribble, ensuite tu ressors la balle circule, etc. Là où je parle de difficultés potentielles à retrouver des automatismes,
et d'être dans la variation, c'est de parfois pénétrer pour pénétrer en fait, en se disant non, je vais pas juste décaler. Et moi j'ai des images de Derrick White qui pénètre, il est tout seul au cercle. Et boum, il ressort la passe pour un tir à 3 points. Enfin, ça, je l'ai vu à plusieurs reprises, mais à chaque fois, je me suis dit, ça avait été Ben Simmons, on en ferait des vidéos. Il est over-analytique, Derrick White. Ouais, c'est ça. Tu sais, il s'est mangé les Spurs et les Celtics, quoi. On lui répète depuis 10 ans, passe la balle dans le corner, passe la balle dans le corner, passe la balle dans le corner. Mais tu as raison, hein, et c'est là où Jaylen Brown va être très important en fait, pour cette équipe. Il a ce punch, Holiday aussi, mais Jaylen Brown, il ne faut pas qu'il hésite, sans en faire trop évidemment, mais avoir des espèces de stretch de 5-6 minutes où il agresse la défense possession après possession, en fait, jusqu'à forcer la défense à s'adapter à ses drives pour que Boston revienne sur ce rythme un peu de croisière et de 3 points ouverts, etc. Ça va être une vraie clé. Tous les joueurs des Celtics sont importants en fait dans le 5 majeur. Ouais. Ça va être. De toute façon, oui, ça c'est clair. De toute façon, leur 5 est tellement incroyable. Enfin, c'est impressionnant quoi. Shai, t'avais une question de ton côté? Ouais, alors moi c'est plus. Alors c'est à la fois individuel et collectif. Parce que ça concerne un joueur et son impact sur la fin de saison de son équipe. Je voulais parler un peu de Draymond Green. Alors, c'est à la fois un partage d'inquiétude et une question que je me pose vraiment. Parce que depuis qu'il est revenu, on est tous d'accord pour dire qu'il est excellent, comme il était excellent dans le jeu avant d'être suspendu et de les laisser un peu en galère. Là, il est redevenu excellent. Les Warriors sont sur une très bonne dynamique. Par contre, je m'interroge vraiment sur est-ce qu'il a vraiment. Alors, on sait qu'il n'a pas changé, hein, mais est-ce qu'il est suffisamment canalisé? Est-ce qu'il est suffisamment prêt à ne plus faire de dinguerie? On va appeler les choses comme elles sont. Parce que en fait, ces derniers temps, je trouve qu'il s'éparpille encore beaucoup sur le terrain et en dehors. Je trouve dans son podcast, il parle d'Anthony Edwards, de ce qu'il a fait au All-Star Game. Il parle de Grant Williams en conférence de presse sur le fait qu'il ne devrait pas faire ça au niveau de sa personnalité. Il applaudit Miles Bridges plus ou moins, où il le défend pour ce qui s'est passé l'autre jour et implicitement pour le reste. Je me demande juste si Draymond Green est suffisamment redevenu le Draymond Green qui était indispensable aux Warriors, sur et en dehors du terrain, pour que les Warriors sauvent vraiment leur saison. Alors c'est une question un peu peut-être complexe, mais est-ce que déjà ça implique, est-ce que les Warriors sont vraiment prêts à revenir au niveau qu'on leur prêtait en début de saison? Et est-ce que Draymond Green est suffisamment redevenu lui-même? Voilà ce que je me demandais. Mais je pense qu'il a toujours été lui-même, justement, en fait. Donc pour moi, il n'est pas redevenu lui-même dans le sens où il est toujours lui-même. La vraie question, c'est est-ce qu'il peut gérer son lui-même? Est-ce qu'il peut gérer l'extrême de sa personnalité? Et moi, je serais tenté de penser que oui, dans le sens où je pense que mine de rien, même si évidemment il le dit pas à haute voix, mais je pense quand même que ça lui a servi de leçon. Il a quand même pas joué pendant 1 mois et quelques, hein, en étant en bonne santé, en bonne santé physique, sans doute pas bonne santé mentale, mais en étant en bonne santé physique, c'est quand même une punition lourde, entre guillemets. Et tu vois, quand tu mets une sanction à durée indéterminée, c'est pas la même chose qu'un mec qui prend 25 matchs pour dopage, quoi. Tu vois, ou qui prend 20 matchs parce qu'il a montré un gun ou machin, tu vois, comme Ja Morant. C'est un peu, ça te laisse comprendre. Non, mais là, en fait, avec ton historique, on pouvait même pas te donner une durée. Genre, la prochaine fois, tu peux être out of the league, tu vois. Je pense pas qu'ils le feront. Mais que Draymond, il parle dans son podcast de un tel ou un tel, Patrick Beverley, il le fait, Paul George, il le fait, ils le font tous, tu vois. Les Browns, dans Uninterrupted, ils parlent aussi d'autres mecs, tu vois. Ça m'inquiète pas, moi, en fait, qu'ils parlent de Grant Williams. Ce qu'il dit sur Miles Bridges, bon, il a défendu son gars. Donc, on peut apprécier ou pas les mœurs. Alors, j'imagine, je préfère si on n'apprécie pas les mœurs de Miles Bridges, mais ça, c'est du détail, tu vois. Ce qui compte, c'est que 0 faute technique, 0 de faute flagrante depuis qu'il est de retour. 0 technique, 0 flagrante. Ça fait 2 mois. En 2 mois, Draymond Green, 0 technique, 0 flagrante. Et les Warriors ont un bilan qui est le bilan, normalement, d'une des équipes qui joue les 4 premières places dans la terrible conférence Ouest, si tu prends sur le retour depuis le retour de Draymond. Donc, moi, ça montre juste que Draymond est Draymond et qu'il est très fort sur le terrain. Il y a eu une époque où on se demandait, les gens se moquaient, son triple six. Là, il n'est pas en triple six, Draymond. Il est efficace en attaque, il est efficace en défense, il est efficace à la passe, il est efficace au rebond. Et il met des tirs. Draymond, c'est quand la dernière fois qu'il était aussi adroit? Il est à 50% au tir, Draymond. 44% à 3 points. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un Draymond comme ça? Les Warriors, ils gagnaient 73 matchs dans la saison.
Tu vois ce que je veux dire? Moi, un Draymond comme ça, non, bien sûr, j'ai confiance. Le problème des Warriors, j'ai l'impression qu'il n'est pas sur Draymond. Il a peut-être été, parce que justement, cette équipe était plus forte que son bilan, mais elle ne pouvait pas le montrer parce qu'il lui manquait quand même peut-être son deuxième joueur le plus important derrière Stephen C'est Curry. sûr. Prive les Nuggets de Jamal Murray, et ben les Nuggets ont fini 6e l'année où Jokic il est MVP. Et ils ont le freaking MVP dans leur équipe. Parce qu'il leur manque leur deuxième joueur le plus important. Ils ne sont pas dans le top 5 à l'Ouest. Tu vois? Donc évidemment, si tu n'as pas Draymond, après cette équipe des Warriors, il lui manque Jonathan Kuminga. S'ils avaient un Wiggins de 2022 et un Jonathan Kuminga dans 1 ou 2 ans dans le futur, ouais, cette équipe des Warriors, elle pourrait jouer le titre. Ou un Klay Thompson avant blessure. Mais tu vois, il y a un peu toujours ce flou sur qui est le deuxième scoreur fiable, permanent de cette équipe. Des fois, ce sera Wiggins, des fois, ça sera Kuminga, mais il en manque un fiable, un mec qui est tout le temps là, qui va toujours être à côté de Curry, de la même manière que Davis a LeBron et Davis, Murray et Jokic, etc. etc. Ils n'ont pas ce deuxième mec très, très, très fiable. C'est plus ça, moi, qui pour moi, fait que les Warriors auront des difficultés et n'iront pas au bout. Ouais, moi c'est vrai que c'est pas tant... Enfin, c'est pas tant Draymond qui m'inquiète non plus. Ceci étant dit, en fait, ce qui me gêne avec les Warriors, même malgré leur état de forme du moment, là, ça fait quand même plaisir de les revoir jouer comme ça, c'est que j'ai l'impression qu'il s'est déjà passé trop de choses en fait dans cette saison pour qu'il puisse y avoir suffisamment de sérénité pour gérer une grosse adversité en playoff. C'est-à-dire que là où avant tu disais non mais c'est les Warriors, ils ont vécu tellement de trucs, ils vont s'en sortir, ce qui a été notamment le cas de leur dernier titre en fait, où c'est comme ça en fait, ils s'en sortent parce qu'ils ont encore le talent, ils ont encore un Stephen Curry incroyable et puis ils ont ce vécu collectif et cette assurance. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même il s'est passé tellement de choses depuis, même pas que cette saison, depuis 2 ans, que je vois, et puis avec l'âge, malgré tout, que prennent leurs joueurs majeurs, que j'arrive pas vraiment à voir un scénario où ils ont suffisamment d'assurance en eux et de ressources pour pouvoir aller... après, tout dépend de ce qu'on appelle sauver leur saison, en fait. Si t'es les Warriors et que t'as Stephen Curry en fin de carrière, est-ce que sauver ta saison, est-ce que c'est champion ou rien? Tu vois, je sais pas où ils en sont, eux, dans leur tête par rapport à ça. Est-ce que leur objectif, c'est... Est-ce que s'ils sont pas champions, c'est un échec cette saison pour eux? Ils seraient en... Ça serait assez logique, finalement, qu'ils réfléchissent comme ça. Parce que le nombre de saisons avec Stephen Curry à ce niveau est forcément en train de... Enfin, il en reste plus des tonnes, c'est sûr. Je pense malgré tout que ça sera une équipe dangereuse en play-off, mais je suis pas sûr qu'ils auront la continuité suffisante pour pouvoir aller très loin. Moi, je m'inquiète juste sur Draymond Green, parce que évidemment son niveau de jeu est toujours bon et il l'était déjà avant, mais je sais pas, tu sais, vous savez, c'est de l'impression quand je regarde les matchs, j'arrive pas à me dire qu'il est dans l'état d'esprit où il va réussir à se canaliser si ça redevient chaud à un moment en fait. Alors qu'on le connaît depuis des années, hein, on sait qu'il fait des trucs, qui parle, qui fait des fautes dures de temps en temps. Avec tout ce qui s'est passé récemment, j'ai l'impression que... Et tu as raison de souligner qu'il n'a pas pris de faute technique et pas de faute flagrante, mais je sais pas, j'ai un mauvais feeling en fait, c'est pour ça. Il y a eu des moments chauds sur cette période. Ouais, c'est ça. Pas de technique, pas de flagrante. Et la manière dont j'ai l'impression qu'il se redédouane un peu de ça en dehors des... Je m'attache très certainement trop à l'extra sportif et à ce que je ressens quand je l'entends parler, parce que j'écoute son podcast, j'aime bien écouter aussi les confs de presse après. Voilà, j'ai juste peur, je veux pas, c'est pas une prédiction, je dis pas que Draymond va forcément repéter un câble, mais il est tellement important pour les Warriors, tu l'as dit, c'est le deuxième joueur le plus important, que voilà, c'est juste, c'est une source d'inquiétude que je voulais partager, je me demandais ce que vous en pensiez, donc j'ai ma réponse. Ouais. Après, pour Draymond, je pense le plus important, c'est son rapport aux arbitres, en fait, paradoxalement. Parce que, bon, on le sait, il y a ce qui s'est passé avec Gobert, il y a les coups de pied dans les jambes, il y a le geste dégueulasse sur Sabonis, où il se fait provoquer d'ailleurs au passage, quand même si ça excuse pas le geste. Sabonis lui chope le pied quand même. Pour moi, c'est pas normal de piétiner un mec à terre, mais c'était limite pas le plus honteux des gestes de Draymond Green sur un terrain. On est d'accord, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais a priori, on sait que Draymond, il va pas mettre une patate gratuitement à un mec, à moins qu'il y ait de nouveau Jordan Poole en face de lui. Mais dans un match de playoff, tu vois, ouais, mais tu sais, même avec Nurkic, au final, tu sais qu'il n'y a pas de bagarre en NBA, tu vois. Non, mais le coup qu'il a mis, parce que le coup qu'il lui avait mis avait aucun sens en fait. Pour le coup, c'était pas provoqué par quoi que ce soit, quoi. Ouais, c'est plus, à la limite, c'est plus ça. C'est le risque de mettre un coup qui, après, pourrait donner lieu à une suspension, tu vois. Mais je pense que son rapport avec les arbitres va être important, tu vois.
Et j'espère que pendant ce mois-là, il y a quand même eu des discussions permanentes avec les arbitres. J'espère que ça a changé un peu son rapport avec les arbitres. Tu vois, c'est plus ça sur Draymond. J'espère pour lui. Mais bon, même s'il était impeccable, je ne vois pas comment Golden State non plus peut gagner le titre. Antoine, tu avais une autre question du coup? Allez, je vais en poser une aussi. Bah tiens, on va rester dans la conférence Ouest. Ça va être une prolongation de la question. On en a déjà parlé un peu, mais selon vous, quelle équipe peut jouer les troubles faits? On a souvent demandé quelle équipe pouvait se faire upset, tu vois, Ouais, donc c'est vrai. entre Minnesota, OKC. Mais moi, je vais la prendre dans l'autre sens. Quelle est l'équipe qui peut jouer les troubles faits? Donc, qui est a priori pas dans le top 4 aujourd'hui, donc on ne parle pas trop des Clippers. On évite, on imagine que maintenant les Clippers sont un statut de favori, pas les Nuggets et pas le Thunder et les Timberwolves, vu qu'ils ont le meilleur bilan. Derrière ça, quelle équipe est la mieux armée pour jouer les troubles faits à l'Ouest? Alors c'est marrant parce que moi j'avais le terme trouble fait aussi, mais ciblé sur une équipe en particulier, donc je vais avancer mes pions. Pour moi c'est Dallas. Et du coup, je vais me permettre de sortir les stats parce que j'avais une question qui était tournée autour d'eux. Donc, pour étayer un petit peu, je vais voir ce que j'ai noté. C'est que depuis la trade deadline, c'est plus tout à fait la même équipe. Et donc, depuis la trade deadline, c'est l'équipe qui a ils ont le 4e meilleur net rating de toute la ligue. Donc, derrière Minnesota, Boston et OKC. Et notamment parce que leur défense a beaucoup progressé. Avant la deadline, ils étaient 22e. Ils avaient le 22e net rating défensif, le 22e defensive rating. Et depuis, ils sont venus, je crois qu'ils sont 4e ou 5e maintenant dans le defensive rating actuellement. Et ils sont premiers au rebond défensif depuis les trades. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est vrai que quand on parle de Dallas, on parle de leur attaque. Mais là, il y a une défense qui est en train de se mettre en place du côté des Mavs, qui est vraiment intéressante. Ce que fait Jason Kidd, c'est vraiment, je trouve, c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux d'un point de vue défensif depuis qu'il est à Dallas. Il varie les défenses. Il y a des moments où ils font de la zone, notamment qui est vraiment pas mal. Et même Doncic, alors je vais pas dire que c'est un candidat au premier 5 défensif, loin de là, mais il y a vraiment des efforts notables, Il je fait des trouve, efforts, ouais. de la part de Luka Doncic. Ouais. Et en fait, alors, ok, on est tous d'accord pour dire que c'est pas un bon défenseur. Par contre, on l'a déjà vu défendre en playoff. Et finalement, Dallas n'a pas besoin que ça soit un excellent défenseur. Tout ce que Dallas a besoin, c'est qu'il fasse suffisamment l'effort pour que derrière, la défense puisse s'organiser. Et PJ Washington, qui est encore en train de chercher ses marques d'un point de vue offensif du côté de Dallas, défensivement, a déjà rendu cette équipe plus dangereuse. Et ce qui est intéressant avec les trades qui ont été faits, c'est vrai qu'on avait été un petit peu sceptique avec Antoine. On avait parlé dans un CQFR au lendemain des trades. C'est que je trouve que Mais Jason sceptique Kidd... sur le long terme, Oui. C'est surtout sur le long terme, pardon, plus que sur cette saison qu'on a été sceptique. Parce que je suis désolé, je t'ai coupé, mais Non, t'as raison, parce qu'en fait, comme nuance. très honnêtement, moi j'ai trouvé que Gafford c'est parfait pour cette équipe, mais je ne savais pas trop quoi attendre de la part de PJ Washington. Et en fait, je trouve que c'est sa polyvalence défensive donne beaucoup d'options maintenant à Jason Kidd. Et au bout du compte, quand tu regardes le banc de Dallas, le banc est pas mal du tout en fait. Ils ont plusieurs joueurs polyvalents qui peuvent défendre, qui peuvent attaquer. Il y a tout un tas d'options maintenant qui peuvent être à la portée de Jason Kidd. Et donc moi je pense que et quoi qu'il arrive, on en avait déjà parlé aussi une fois, je pense qu'à part s'il joue Denver, Dallas aura toujours le meilleur joueur sur le terrain. Et donc moi je pense que Dallas a vraiment de quoi jouer les troubles faits en playoff. C'est bien que tu aies choisi Dallas, ça m'évite d'avoir à dire du bien des Mavs. non, si j'aurais cité Dallas aussi, mais du coup, je vais pouvoir parler d'une autre équipe. Parce que je suis d'accord, Dallas, c'est très bien depuis la trade deadline. Je le dis et je leur dis, j'ai été très sceptique en début de saison, mais j'aime bien les ajustements qu'ils ont fait. Je trouve que Gafford, c'est un super apport et PJ Washington aussi. Surtout que Doncic et Irving fonctionnent vraiment très très fort offensivement. Tu l'as dit, hein, ils ont peut-être même pas que seulement le meilleur joueur de la série à chaque fois, ils auront aussi un des 2-3 meilleurs attaquants sur le terrain à chaque fois, en plus du meilleur joueur, donc c'est quand même c'est un atout assez énorme, et si la défense fonctionne bien, il n'y a aucun problème, ils sont extrêmement dangereux. Après, moi j'ai envie de parler des Pelicans, vu qu'on sort du top 4, hein, c'est ce que tu nous as demandé, Antoine. Yes. Pelicans, c'est l'équipe mystère, l'équipe tu sais pas du jour au lendemain à quoi t'attendre, on l'a dit... je crois que c'est ce matin qu'on en parlait. On sait jamais trop bien où ils en sont parce que c'est pas l'équipe qu'on regarde le plus. On les regarde quand même parfois a posteriori, mais pas toujours en direct. Moi, je pense que c'est vraiment l'équipe, si elle est au complet, comme tout le monde a envie d'être au complet. Je pense que le fait qu'elle avance masquée, le fait qu'elle avance en dehors de l'intérêt médiatique, Dieu merci, depuis quelques semaines et quelques mois, ça la rend extrêmement dangereuse avec le Zion Playmaker qui est en train
d'installer Willie Green avec du talent, avec Brandon Ingram, CJ McCollum, des joueurs, des role-players qui savent défendre fort. Les Alvarado, Trey Murphy, ça shoot aussi, c'est bon. Enfin, j'aime bien cette équipe, j'ai toujours un petit faible pour cette équipe-là depuis l'année dernière, puis même avant, et depuis qu'ils ont leurs problèmes, c'est plus compliqué d'entrevoir quelque chose de fort pour eux, mais pour créer la surprise, je les vois bien faire quelque chose, ouais. Ça dépendra de l'adversaire, évidemment. Si vous me demandez, est-ce que là, tu les mets contre Denver, est-ce qu'ils passent? Je pense que non. Par contre, une autre équipe que Denver, ouais. Je pense vraiment qu'ils peuvent très bien arriver dans une série contre OKC, qui va devoir gérer l'inexpérience en playoff, contre Minnesota, qui a aussi une forme d'inexpérience en playoff. Je pense qu'ils n'ont pas à avoir peur de qui que ce soit et qu'ils sont capables de faire quelque chose. Et j'en reviens à espérer, attendre beaucoup de Zion maintenant. Avec ce qu'il montre depuis quelques semaines, cette nouvelle facette de playmaker qu'il avait un peu, mais qu'il est en train de développer à un niveau super intéressant. Voilà, moi, si je dois choisir une équipe capable de faire jouer les troubles faits, ce serait plutôt les Pelicans. Ouais. Et eux aussi, ils ont une forme d'inexpérience. Ils n'ont Ouais. pas beaucoup plus d'expérience que les Timberwolves. Je crois que Zion, il a encore jamais joué une série de playoffs. Zion n'a jamais joué, mais après, bon, entre Ingram, McCollum. Oui, McCollum surtout, parce qu'Ingram, Ouais. il a dû en jouer quoi? Il a fait la dernière, ouais. Donc il a toujours une de moins que Karl Anthony Towns, par exemple, tu vois, ou que Rudy Gobert, ou que C'est Mike vrai. Conley. Les Timberwolves sont pas si inexpérimentés que ça, quand même. Non, c'est vrai. Mais par contre, blague à part, je chipote, t'as raison, les Pelicans ont quand même un effectif. Et je l'avais dans ma liste aussi, les Pelicans. J'ai choisi Dallas. J'avais peut-être Phoenix et New Orleans qui venaient juste en dessous. Plus que. Après, je peux citer Golden State, mais par exemple, je prends les Pelicans devant les Lakers. Entre les Warriors et les Pelicans, peut-être pas, je sais pas. Pareil, Suns, Pelicans, je sais pas. Je prends paradoxalement les Pelicans devant les Kings pour jouer les troubles faits. Mais je pense que Dallas, à choisir, j'aurais aussi choisi Dallas. Et c'est un peu pour la même raison que toi, Théo, c'est pour le côté le meilleur joueur, en fait. À part contre Denver, ils auront le meilleur joueur de chaque série. Et ça, pour moi, ça pèse. Et ça pèse. Et surtout, si je dois faire un comparatif avec New Orleans, j'ai l'impression que Dallas peut sortir plus d'équipes que New Orleans, tu vois. C'est pas dit que Dallas ira plus loin que New Orleans, au passage. Ça dépendra du match-up au premier tour. Mais j'ai l'impression que Dallas, si vraiment on part sur un truc dans l'absolu, on oublie le match-up, etc., j'ai l'impression que Dallas a quand même plus de chances d'aller loin parce que tu as un Luka Doncic qui est phénoménal, quoi. J'ai vu un tweet qui disait, j'aime beaucoup, vous savez que j'aime beaucoup cette comparaison avec le LeBron des premières années à Cleveland, qui disait Luka Doncic, aujourd'hui, c'est le LeBron de 2006-2008. C'est-à-dire que c'est le meilleur joueur de la ligue, mais tu peux pas le dire parce que. C'était quoi? Ouais, c'était 2006-2008. Donc, quand même, que LeBron avait déjà fait une finale. Mais, genre, c'est le meilleur joueur de la ligue, mais tu peux pas le dire parce que son équipe, elle gagne pas. Tu vois? C'est un peu ça avec Doncic. Je pense qu'il est encore dans la course au MVP. Je suis d'accord. Je pense toujours que Jokic est le meilleur basketteur du monde. Mais Doncic est certainement pas très loin. Je crois qu'on avait fait notre top 50. J'avais pas mis Doncic meilleur joueur du monde. C'est très possible. Je crois que moi, je m'étais bien. Je pense quand même que Jokic est le meilleur basketteur du monde, mais j'ai dû mettre Doncic et Jokic Doncic, Jokic en 1 et 2. Je pense que Doncic est quand même le genre de mec qui peut te faire gagner n'importe quelle série, quoi. Et Mais ça, moi, bon. je sais pas, du coup, peut-être que je peux enchaîner avec la mienne parce qu'elle est liée à ce que tu viens de dire, Antoine. C'était sur la course au MVP parce que c'est toujours, à mes yeux, c'est toujours extrêmement incertain. On en a rapidement parlé ce matin. Et justement, c'était sur est-ce que Luka Doncic peut encore être MVP? Est-ce que c'est une course à deux avec Jokic et Shai Gilgeous-Alexander? Voilà, c'est la question que je me posais parce qu'il y a toujours cette histoire de classement. Est-ce que l'éligibilité de Doncic doit être liée au classement des Mavs ou est-ce que son niveau est tellement fou? Parce qu'il faut le dire, son niveau, il est vraiment incroyable cette saison, c'est assez énorme. Est-ce qu'il peut encore être considéré dans la course au MVP? Est-ce que je vous le demande à vous deux, mais les gens dans les commentaires pourront évidemment y répondre parce que c'est une question qui va aussi animer la fin de saison. Qui va sortir vainqueur de cette course au MVP?
Moi, je pense qu'il est encore que la course n'est pas terminée. On a bien vu l'an dernier que finalement, c'est dans les dernières semaines quasiment que les votants qui hésitaient entre Jokic et Embiid ont basculé en disant ouais, mais Denver a un peu baissé de pied sur la fin, Jokic a été moins bon, etc. Donc je pense que ça va être jusqu'au bout. Et effectivement, je pense que le classement des équipes sera important, sera une donnée qui sera prise en compte. Si Dallas termine la saison régulière en boulet de canon et remonte énormément, je pense que Doncic sera toujours dans la discussion. Voilà, par contre, c'est vrai que cette course au MVP cette année, elle est vraiment passionnante, quoi, parce que tu te dis, tu peux vraiment. Des fois, c'est un peu tiré par les cheveux où tu dis, ouais, moi je pense que c'est plutôt ce mec-là et tu sors du consensus. Là, ouais, il y a 3-4 potentiels joueurs. Et puis encore une fois, là, Embiid aura raté trop de matchs quoi qu'il arrive, mais avant sa blessure, il était aussi remonté en boulet de canon dans la discussion. Ça va être intéressant jusqu'au bout, je pense. Et en sachant que je dis ça, mais j'ai même pas parlé d'Giannis Antetokounmpo, par exemple, qui fait sa meilleure saison en termes d'efficacité et tout. Et par défaut, par habitude, on le met pas dedans. Milwaukee est pas mal classé non plus. Donc je l'ai écarté de la conversation parce que moi, après, j'ai des réserves là-dessus. Mais je comprendrais très bien quelqu'un qui me dise mais attends, tu mets pas Giannis dedans. Mais je pense qu'il ne sera pas Giannis pour les votants, en fait. C'est parce que je pense que Non, voilà. c'était trop le bazar à Milwaukee pour que, comme les saisons où James Harden râlait en disant qu'il n'était pas considéré à sa juste valeur, mais ouais, mais parce qu'aussi il y avait trop de bruit autour de ses performances, quoi. Ouais. Je pense que Doncic, il est encore dans la course. Je pense qu'il est un poil derrière pour l'instant parce qu'on accorde encore. Ça dépend jusqu'où on les Mavs, en fait. Mais clairement, t'as bien. L'an dernier, à ce stade de la saison, il y avait eu le vote ESPNC auprès de plein de votants. Là, ils font leur traditionnel sondage. Pas Jokic, il est quoi, genre 80% des voix ou un truc comme ça. C'était largement Jokic et Embiid a fini très fort et ça a changé. Et on sait bien de toute façon que c'est un peu du bluff la course au MVP sur l'ensemble de la saison parce qu'en vérité, ça se joue après le All-Star Break, plus ou moins. Et c'est celui qui finit le plus fort qui souvent a le trophée. Ah bah ça va être Jimmy Butler alors, c'est bon. Le classement, j'en parlais ce matin, quand Jokic prend son deuxième MVP, en plus le deuxième, même pas le premier, il finit 6e. Les Nuggets finissent 6e, ils sortent au premier tour. Ils finissent 6e à l'Ouest. Mais là, c'était l'inverse, limite. C'était parce que son équipe était tellement privée de talent que c'était le fait qu'ils arrivent à être 6e malgré tout, en fait. Ouais, pour le coup, ça avait joué en sa faveur, quoi. Un petit peu, ouais, c'est vrai, bien sûr, parce que ça avait vachement joué sur le côté valuable. Mais si les Mavericks terminent fort et terminent à la 5e place ou à la 6e place, je pense que Doncic, il a clairement moyen d'aller chercher son trophée. Il est quand même, je vous donne ses stats, 34 points par match, c'est sa meilleure performance en carrière. 49% au tir, c'est à 0,4 dixième près sa meilleure performance en carrière. 49% au tir en étant Doncic, c'est quand même assez énorme. Hein. Bah, Il prend des clair. tirs très difficiles. C'est dingue. 38% à 3 points en 10 tentatives, c'est d'assez loin sa meilleure performance en carrière. C'est la progression qu'on attendait, de le voir autour des 38% à 3 points. 78% au lancer franc, c'est sa meilleure performance en carrière. Et c'est fort parce que ça a été un temps pointé du doigt comme un potentiel petit défaut, son adresse au lancer franc. Là, il se rapproche des 80%. 8,8 rebonds, c'est pas loin d'être sa meilleure perf en carrière. C'est assez impressionnant, un mec qui prend 9 rebonds quand même. 9 rebonds de moyenne. 9,5 passes, c'est sa meilleure perf en carrière. Et pareil, c'est assez dingue quand tu sais qu'il met 34 points par match. Il est donc de loin le joueur qui rapporte le plus de points en passes décisives. Points sur passe décisive plus points, c'est de loin le meilleur. Il a quand même un net rating positif en jouant pas dans la meilleure équipe de la ligue. C'est aussi aux interceptions sa meilleure performance en carrière. Il a 1,5. Tu l'as dit Théo, il défend, il est quand même capable de défendre. Je pense qu'il est encore clairement dans la course pour le MVP. Ouais. Et s'il fait 2 mois où les Mavs sont à 65-70% de victoire sur ces 2 mois et que lui, il tourne à 34-10-10, ce qui est tout à fait possible vu que c'est quasiment ses moyennes. On peut même imaginer le voir finir la saison en 36-11-11 juste sur les 2 derniers mois. Et bah ouais, je pense clairement qu'il peut être MVP. Et je suis en train de me dire que le fait qu'il prenne peut-être un peu moins de fautes techniques, quoique faudrait que ça se vérifie statistiquement, je n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais ce côté qui peut être agaçant auprès des arbitres à râler, montrer un comportement frustré, j'ai l'impression que ça peut aussi l'aider auprès des votants, ça. Mais bon, c'est un avis strictement personnel. Non, puis en plus, il est au-delà de tout ça, il est peu blessé, quoi. Il joue quasiment tout le temps, quoi. Ouais, c'est vrai.
Ouais, C'est c'est un point impressionnant quand même important. d'avoir un tel rendement comme ça, alors qu'il n'y a pas particulièrement de load management ou quoi que ce soit. C'est soir après soir, il répond présent. Moi, j'aime. Ouais. Enfin, je l'avais déjà dit en tout début de saison. Moi, j'étais hyper enthousiaste autour de cette équipe. Enfin, enthousiaste. Je croyais en cette équipe de Dallas. Mais là, effectivement, a fortiori depuis les changements de la trade deadline et le renforcement, je pense qu'il y a tout autour de lui pour que ça puisse vraiment aller loin. Et du coup, bah, s'ils vont loin, ils restent forcément dans la course pour le MVP. Ouais. Et moi, j'avais une autre question. Je sais plus à qui c'était. Ouais, c'est à moi, je pense. Mais pas forcément besoin d'aller encore loin, d'aller très, très en profondeur là-dessus. Ma question, c'était est-ce que les Bucks peuvent encore sauver leur saison? Donc ça rejoint un petit peu notre discussion du tout début, Antoine, où tu nous demandais quelle était la deuxième meilleure équipe à l'Est derrière Boston. Je suis un peu curieux de voir quel est votre, même si on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de savoir quel est votre sentiment autour de cette équipe et de son potentiel. En fait, ce serait quoi, du coup, sauver leur saison, là, maintenant, à partir avec tout ce qui s'est passé? L'équipe qu'ils ont montée, la pression qu'ils se sont mise, notamment via Yanis. Qu'est-ce que serait un échec ou pas un échec pour eux cette saison, à part des finales NBA, quoi. C'est ça. C'est une bonne question parce qu'en fait, avant qu'ils changent de coach, moi je me disais que finalement, ils avaient déjà assuré l'essentiel, c'est-à-dire que Yanis avait signé en fait. Il avait signé et finalement, c'était pas indispensable de gagner le titre cette année. Ils ont Damian Lillard. L'été prochain, ils auront le temps de pouvoir mieux préparer le reste du roster, de se renforcer, etc. Mais avec le changement de coach, moi, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, l'objectif, c'est limite, c'est titre ou finale ou rien. Donc, je pense que c'est ça maintenant la pression qu'ils se sont mis à eux-mêmes. Sauf que j'aurais mieux entendu cette pression s'ils avaient signé Doc Rivers sur 1 an ou 2, mais bon, on a déjà tellement épilogué sur cette durée de contrat totalement incompréhensible que bon. Mais alors, du coup, pour répondre à la question, est-ce qu'ils peuvent encore sauver leur saison? Oui, parce que le tableau, la conférence Est devrait leur permettre, sur le talent, j'ai l'impression, d'aller en finale de conférence, peut-être. Enfin, ça me paraît envisageable. Et après, en finale de conférence, t'es à une série bien gérée et une galère potentielle de l'autre côté d'aller en finale NBA. Et s'ils vont en finale NBA, ils ont réussi leur saison. Alors, je dis pas que c'est ce que je pense qui se passera. Je pense que le choix de Doc Rivers n'était pas le bon. Je pense qu'il y a d'autres soucis dans cette équipe à régler. Mais en tout cas, oui, ils peuvent encore sauver leur saison, je pense. Ouais, je pense aussi qu'ils peuvent. Maintenant, est-ce qu'ils vont, c'est autre chose. Je pense qu'ils peuvent. Voilà. Tout comme Shai, en fait. Tu as raison. Tu vas en finale de conférence, tu sais pas, il y a un blessé en face, tu finis par passer, il y a des trucs qui cliquent. Si tu arrives en finale. En fait, j'ai envie de dire que ça dépend presque comment les Bucks vont perdre, sauver leur saison. Et Ouais, c'est triste de dire comment ils vont perdre, mais c'est très dur d'imaginer cette équipe gagner malgré son talent. Tu te dis qu'il y a exactement comme ça, en fait. Tu vois. Comme tu as dit, tu as l'impression qu'il y a trop de trucs à régler, que c'est pas que le coach, qu'il y a dans le groupe aussi, que ça manque aussi un peu de banc, qu'il n'y a pas encore les rotations parfaites, que limite la deuxième année avec Lillard sera plus intéressante que la première. Donc tu te sens que c'est un peu condamné à l'échec pour cette saison, mais tout dépend comment tu perds. Si tu perds, je crois que si Doc Rivers il se fait remonter à un 3-1 encore une fois, je veux aller sur Internet toute la journée le lendemain, tu vois. Mais voilà, si tu te fais vraiment dominer, tu es surclassé par une équipe de Boston, tu perds au second tour contre une équipe comme celle qu'on a citée avant, que ce soit Cleveland, Miami, New York. Tout ça, c'est des moments où tu te dis ah ouais, mince, on a fait venir ce mec pour 5 piges et au final, on sort comme ça direct. On a sacrifié Drew, on a sacrifié plein de pics et bam, on se prend une claque comme ça. Ça, c'est compliqué. Si tu sors en ayant résisté en finale de conf, je sais pas, tu perds en 6 moches contre les Celtics, ça a été dans le coup. Tu peux te dire, ok, on va revenir plus fort, tu vois. Et là, je pense que tu n'as pas complètement sauvé ta saison, mais c'est quand même honnête et honorable, tu vois. Doc Rivers pourra dire que c'est parce qu'il y a eu changement de coach en cours de route et qu'il n'a pas eu le temps de redresser assez la barre. Donc oui, il aura du coup du crédit pour la saison suivante. Ouais. Moi, je serais surpris de les voir atteindre la finale de conférence, honnêtement. Par exemple, si tu me disais demain, il y a une série Miami et Milwaukee, je vois pas un scénario où Milwaukee passe Miami, par exemple, en fait. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, tellement optimiste sur Miami. Non, mais je vais te dire en fait, parce qu'en fait, la manière dont cette équipe de Milwaukee est construite et ce sur quoi elle a misé, c'est l'attaque. Et là, depuis l'arrivée de Doc Rivers, ils sont 20e à l'offensive rating. Et je vois pas comment ça peut te permettre d'aller. Ils ont progressé en défense, cela dit. Ouais.
Ils ont vraiment oui, progressé en ils ont. défense. C'est vrai qu'ils ont progressé en défense, mais je pense pas que finalement, je sais pas s'ils peuvent aller beaucoup plus haut que ça en défense, vu comment ils sont construits actuellement. Et s'ils veulent aller loin, il faut que l'attaque se mette à carburer. Alors, ok, peut-être que ça prend du temps, peut-être que je sais pas quel système non plus Doc Rivers va sortir de sa manche pour faire en sorte que ça carbure en attaque. Mais je pense qu'offensivement, ils ont face à des équipes qui vont sortir les barbelés. Je pense, tels qu'ils sont construits avec et ça inclut le coach. Je vois pas de formule pour Milwaukee. Mais peut-être que je suis trop pessimiste, hein, c'est possible. D'autant que moi j'avais annoncé, quand on avait fait nos pronostics de début de saison, j'avais pronostiqué Giannis comme MVP potentiel. Donc effectivement, je sais qu'il a ce potentiel on en parle souvent en playoff, d'être passé un cap sur 4 matchs de suite pour sortir ton équipe du trou. Je continue de penser qu'il a le potentiel pour le faire et le talent pour le faire. Mais globalement, cette équipe de Milwaukee, je la vois très mal embarquée. Est-ce que l'un de vous a une dernière question pour qu'on puisse clôturer? J'en ai une et en plus elle concerne pas vraiment la saison, mais elle concerne un Français. Allez, combien de temps avant le premier quadruple-double de Victor Wembanyama? Euh, Est-ce qu'ils vont le laisser jouer 35 minutes ou 40 minutes dans un match avant la fin de la saison? Parce que sinon, moi, je te dis avant la fin de la saison, hein. Un rookie en quadruple-double, ce serait pas mal, non? Voilà, moi, je vais prendre ce pari-là. Je vais prendre le pari que Pop va le laisser jouer. Bon, là, il a joué 31 minutes. Allez, il va augmenter le temps de jeu et s'il le fait pas, il en sera pas très très loin, à mon avis. Donc, je vais dire dès cette saison pour histoire de jouer la différence. Parce qu'évidemment, vous êtes des gens prudents et vous n'allez pas dire comme moi. Non, en fait, moi je vais dire, parce qu'en fait, ça se joue à tellement peu de choses que je sais pas du tout combien de temps avant, mais par contre, je serais extrêmement étonné s'il n'en avait pas un durant sa carrière, et c'est déjà assez dingue en fait. Parce que quand on voit les qualités que ça demande de pouvoir envisager une telle stat, je vois pas 30 piges qu'il n'y en a pas eu. Hein. Ouais, je vois pas 30 comment piges. il pourrait ne pas en avoir un ou deux durant sa carrière, vu ce qu'il montre depuis la saison. C'est juste, il est incroyable. Je voyais passer ce débat là sur les réseaux de savoir si Wembanyama était pas le meilleur rookie de tous les temps. Genre, tu prends tous les mecs qui ont été rookies, est-ce que c'est pas le plus fou de tous les temps? Alors là, je pense qu'il y a quand même des gens qui s'emballent, hein. Ils ont oublié que Will Chamberlain, Magic. par exemple, a été rookie de l'année et MVP la même saison. C'est quand même un autre level. Mais non, vu ce qu'il a, C'est pas, il il y a pas Wes Unseld aussi qui a fait ça. ils sont deux. C'est peut-être bien Wes Unseld. Je sais qu'ils sont que deux à avoir réussi ça. Ouais. Et Magic, il est champion l'année rookie, non? Magic, tu disais quoi, pardon? Magic, Il est il est pas champion l'année rookie. Champion rookie. NBA, ouais. Ouais. Et MVP des finales aussi. Pas sûr. Non? Je me demande si c'est Il y a pas, le c'est Jabbar. pas Kareem C'est le Abdul-Jabbar Jabbar. comme c'est sur ces Ouais, finales-là. c'est Je sais Jabbar. plus. Je suis mauvais C'est en Jabbar, date et je en trophée. Mais ouais, Mais le quoique quadruple-double va c'était arriver. c'était le plus jeune avant Derrick Rose. Mais le quadruple-double, je pense qu'il va tomber. Regardez, on parle de stats qui sont déjà complètement folles, alors qu'il joue moins de 30 minutes par match. Enfin, c'est complètement dingue. Là, en fait, il y a que des stats folles à chaque fois. Sur le mois de février, il a mis plus de contre que 6 franchises NBA. Ouais, Non, mais j'ai ça n'a vu aucun sens. Je veux dire, il peut jouer dans une équipe nulle, il n'y a pas de souci, mais enfin, c'est complètement dingue. Et je vous confirme sinon que Magic a été MVP des finales lors de son sur sa année saison rookie. Ah bah rookie. autant pour moi, tu vois. Ouais. 1980. C'est fort. Mais ouais, c'est totalement fou. Donc oui, il va le faire. Et moi, j'aimerais bien pour la narration là, qu'il le fasse dès sa saison rookie et dès qu'on lui donne un peu plus de temps de jeu. Ouais. Ça serait cool. Antoine, Moi, c'est quoi ton pronostic? Bon, je pense aussi. Sur Caen, j'aurais dit sur sa 3e saison. Allez, oui, effectivement, je la joue à un peu petit joueur, un peu petit bras, mais enfin, c'est fou d'ailleurs de se dire que c'est petit bras, d'imaginer qu'il le fera que dans sa C'est clair. 3e saison. Mais je suis quasiment persuadé, oui, qu'il le fera. Et je serais pas étonné qu'il ait un 8x8. Un match, ça n'existe pas. Hein. Cherchez pas, je viens d'inventer. C'est comme un 5x5, mais avec. Est-ce que je vous vois? Ça n'existe pas. C'est comme un 5x5, mais avec 8. Je serais pas étonné qu'il fasse un match où, je sais pas, un jour il a 20 et quelques Ouais. points, 15, 8x5 alors. Ou alors il faut Ouais, qu'il... oui, pardon, pas 8x8. Ah ouais, parce que je cherchais les 8 catégories là. Avec les balles perdues, les... Désolé, un 8x5. Mon Dieu, je croyais, tu sais, je me sentais intelligent. C'est genre, les gars, c'est pareil qu'un 5x5, mais avec 8. Non, pas du tout. Ah oui, du coup, un 8x5.
Ouais, qu'il ait 8 interceptions, 8 contre, pas quintuple double, faut pas déconner, mais ouais, un truc bien salace, quoi. Bref, il est parti pour casser les compteurs, quoi. Ça, c'est clair. Écoute, je vous propose qu'on s'arrête sur cette belle parole d'Antoine. N'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous avez pensé des grandes questions qu'on a abordées, ou s'il y a d'autres questions à côté desquelles on serait passé. N'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On regardera ça comme toujours avec grand plaisir. Pour le reste de la semaine, vous savez où nous trouver, que ça soit pour le CQFR, que ça soit pour la late session du mardi soir, que ça soit pour le Hoop Culture qu'on retrouvera dimanche prochain. Je m'excuse encore avec mon camarade Pierre Armand, on n'a pas pu être au rendez-vous dimanche dernier, mais on sera là la semaine prochaine sans problème. Et puis d'ici là, on vous donne rendez-vous sur Basket Session. À très vite. Ciao. À bientôt. Ciao à tous. The game is out there, and it's either play or get played.